L'étau se dessert contre le Mali. La CEDEAO vient de lever les sanctions imposées au pays depuis le coup d'État du 18 août dernier. L'organisation sous-régionale a rendu public un communiqué. Au Malawi, Lazarus Chakwera a déjà bouclé 100 jours à la tête du pays. Le chef de l'État élu à la suite de l'annulation du scrutin de 2019 demande encore du temps pour tenir ses promesses de campagne. Et puis, aux États-Unis, Donald Trump est sorti de l'hôpital. Le président américain était hospitalisé pour avoir contracté le coronavirus. Il appelle ses concitoyens à être plus prudents. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Mali peut enfin souffler. La CEDEAO vient de lever les sanctions imposées au pays après le coup d'État du 18 août dernier. La décision de l'organisation sous-régionale intervient au lendemain de la formation d'un gouvernement de transition. Les détails dans ce reportage. Dans une déclaration publiée au lendemain de la formation d'un gouvernement dans lequel les membres de la junte occupent des positions stratégiques, les dirigeants de la CEDEAO disent prendre en compte des avancées notables vers la normalisation constitutionnelle dans ce pays. Pour soutenir ce processus, les chefs d'État et de gouvernement décident de la levée des sanctions sur le Mali. Ils appellent tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le Mali, peut-on lire dans une déclaration des dirigeants de la CEDEAO signée par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, dont le pays exerce la présidence tournante de l'organisation régionale médiatrice dans la crise malienne. Ces sanctions, au premier rang desquelles un embargo commercial et financier, avaient été imposées au Mali le 20 août dernier. Dans leur déclaration, les voisins du Mali demandent aux nouvelles autorités de la transition de mettre en œuvre rapidement les autres décisions prises par la CEDEAO, en particulier la libération de tous les officiels militaires et civils arrêtés lors du coup d'État du 18 août. Les dirigeants ouest-africains notent plusieurs avancées réalisées ces dernières semaines, dont la nomination d'un président de transition, Ba Ndao. Il salue en outre le renoncement par les militaires à une prérogative majeure initialement dévolue au chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Et on reste toujours au Mali où le président de transition Ba Ndao a nommé son gouvernement, composé donc de 25 membres, dans lequel les militaires obtiennent des postes clés dans la défense. C'est ce que l'on peut donc retenir d'un décret lu ce lundi à la télévision publique, l'ORTM. La transition vers un retour des civils au pouvoir au Mali a franchi ce lundi une nouvelle étape avec la formation d'un gouvernement dans lequel les membres de la junte obtiennent néanmoins des positions stratégiques. Les militaires héritent de 4 ministères stratégiques, la défense, la sécurité, l'administration territoriale et la réconciliation nationale dans ce gouvernement de 25 ministres, dont 4 femmes, selon un décret lu en direct à la télévision publique par le secrétaire général de la présidence malienne. Sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, monsieur Mohamed Sida Diko, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Modibo Kone, ministre de la Réconciliation nationale, colonel-major Ismaël Ouagé, ministre de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, monsieur Mohamed Koulibaly, ministre des Transports et des Infrastructures, monsieur Makan Fili Dabo, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, monsieur Zeni Moulay, ministre de l'Économie et des Finances, monsieur Alousseni Sanou. À noter que toutes les exigences des pays voisins ne sont pourtant pas encore satisfaites. Il s'agit notamment de la dissolution de la junte et la libération des personnalités civiles et militaires arrêtées lors du putsch du 18 août dernier et toujours détenues.
100 jours qu'il est déjà aux commandes de son pays, le Malawi, le nouveau président Lazarus Chakwera a demandé plus de temps à ses compatriotes pour mettre en œuvre ses promesses de campagne. Chakwera a remporté une nouvelle élection, c'était le 23 juin dernier, après que la plus haute juridiction du pays a annulé un vote de 2019. Précision. À l'occasion de son discours d'investiture, le nouveau président du Malawi, Lazarus Chakwera, s'est engagé à mener une lutte sans merci contre la corruption qui mine le pays. Mais 100 jours après le début de son mandat, il a demandé plus de temps pour mettre en œuvre ses promesses de campagne. Quelqu'un m'a demandé si j'en avais fait assez. Non, je serai le premier à vous dire que je n'en ai pas fait assez et que ce pays n'en a pas fait assez. Mais nous pouvons tous collectivement faire plus que ce qui est fait en ce moment. 100 jours n'est pas une panacée pour tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Même dans le domaine des sciences politiques, cela doit être remis en question. Tout ce qui est fait en 100 jours ne signifie pas que cela doit définir votre présidence ou votre direction pour le reste, car vous pouvez changer de cap à tout moment. Mais selon les Malawites, le président s'est honteusement écarté de ce qu'il leur avait promis. Le président s'est honteusement écarté de ce qu'il avait promis aux Malawiens et ces derniers doivent s'attendre à 5 années de politique de partis mesquines, de bataille de suprématie entre le parti du Congrès du Malawi et leur compagnon politique, l'UTM. Classé 23e pays d'Afrique subsaharienne en matière de corruption dans le classement 2020 de Transparency International, le Malawi a plusieurs reprises été secoué par des scandales de ce genre. En Sierra Leone, l'interrogatoire de l'ancien président Ernest Bai Koroma par une commission anticorruption prévue ce lundi a été reporté à jeudi et ce, à la demande de ses avocats. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de cette institution. Plusieurs anciens responsables de l'administration Koroma au pouvoir de 2007 à 2018 ont déjà été arrêtés dans le cadre de la lutte contre la corruption et le gaspillage des fonds publics. Cette lutte a été engagée par son successeur, Julius Maada Bio, qui a promis de récupérer des dizaines de millions de dollars volatilisés. L'ancien chef de l'État, qui a l'interdiction de quitter le territoire, a été lui-même convoqué par les enquêteurs qui souhaitaient l'entendre lundi. Mais la commission anticorruption a reçu une lettre des avocats de ce dernier demandant le report de sa comparution au 8 octobre prochain afin de leur laisser le temps de discuter avec leurs clients. C'est du moins ce qu'a indiqué le porte-parole de cette instance indépendante, Patrick Sandy, selon qui ce report a été accepté. Par ailleurs, les services de sécurité s'inquiètent des violences qui pourraient éclater si Ernest Bai Koroma est interrogé à Freetown où des partisans de l'ex-président entendaient manifester leur soutien lors de sa comparution. Son procès pourrait donc être déplacé en dehors de la capitale Freetown pour des raisons de sécurité. Sans indiquer s'il comptait répondre favorablement ou non à la convocation des enquêteurs, l'ancien président a qualifié la semaine dernière de chasse aux sorciers ridicule sa mise en cause. Une commission d'enquête a conclu en masse que des millions de dollars restaient introuvables après avoir épluché les comptes datant des années de pouvoir d'Ernest Bai Koroma, de ministères et d'entreprises publiques. Tout comme lui, quelques 130 personnalités liées à son régime sont interdites de sortir du territoire. La RDC compte toujours ses morts. Des civils ont été tués ces 3 derniers jours dans des zones reculées en Ituri et puis dans le Nord Kivu, dans des attaques attribuées notamment à des milices. Les attaques de ces derniers jours en RDC attribuées à des milices ont fait plusieurs morts, principalement des civils. 11 personnes ont été tuées dans la journée de dimanche, lundi, dans 4 entités différentes, selon l'administrateur du territoire de Djougou, en Ituri. Des attaques perpétrées par la coopérative pour le développement du Congo, Codeco, une secte politico-militaire qui prétend défendre des Landous, l'une des communautés de l'Ituri. Dans la province voisine du Nord Kivu, entre 6 et 8 personnes ont été tuées lundi dans une attaque attribuée au groupe armé des forces démocratiques alliées ADF, d'après des sources locales. À l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF se sont installés dans cette partie de la RDC depuis les années 90. Ils n'ont pas attaqué l'Ouganda voisin depuis des années, vivant de trafic comme les autres groupes armés. Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par les djihadistes de l'État islamique sans preuve formelle d'affiliation.
Le président américain Donald Trump, malade du Covid-19, est sorti de l'hôpital lundi soir pour rejoindre la Maison-Blanche. Il appelait notamment les Américains à sortir avec prudence pour éviter de contracter la maladie. Par ailleurs, son challenger Joe Biden poursuit sa campagne électorale. Encore malade du coronavirus, Donald Trump a quitté lundi l'hôpital et a, dès son retour à la Maison-Blanche, retiré son masque. Le président a invité sur son compte Twitter les Américains à ne pas avoir peur car, dit-il, vous allez le battre, faisant référence au coronavirus. Il y a 2 jours, je me sentais bien, mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. J'ai dit récemment, mieux qu'il y a 20 ans. Ne le laissez pas contrôler, ne le laissez pas prendre le dessus sur vos vies. Ne laissez pas cela se produire. Je retournerai bientôt sur le terrain pour ma campagne, a-t-il prévenu sur Twitter. Pour autant, l'équipe médicale a bien souligné qu'une sortie de l'hôpital n'était pas synonyme d'un retour à la normale. Surtout, il a expliqué que Donald Trump ne pourrait pas retourner sur le terrain avant de ne plus être contagieux, laissant entendre qu'il l'était encore. Il a évoqué un délai moyen de 10 jours, mais sans préciser exactement à partir de quand, ce qui semble donc le priver encore pour un temps de déplacement dans les États clés pour tenter de refaire son retard. De son côté, Joe Biden, 77 ans, qui a maintenu voire accru son avance dans les intentions de vote après le débat confus de la semaine dernière face à Donald Trump, continue lui sa campagne à son rythme. Il a opposé lundi le très lourd bilan de la pandémie aux États-Unis aux propos rassurants de Donald Trump. Le candidat démocrate fait campagne dans l'État clé de Floride, moins d'1 mois avant le scrutin d'où il s'est d'ailleurs adressé à Trump. Et je peux aussi ajouter que mes prières continuent d'accompagner le président et la première dame pour leur santé et leur sécurité, comme elles le font pour tant de familles américaines confrontées au Covid-19. J'ai été heureux de voir le président parler et enregistrer des vidéos pendant le week-end. Maintenant qu'il a le temps de tweeter des messages de campagne, je vais lui demander ceci. Écoutez les scientifiques. Soutenez le port du masque. Support mask. Depuis plusieurs jours, le nombre de cas positifs au nouveau coronavirus ne cesse d'augmenter dans l'administration Trump et la fameuse West Wing se vide par précaution sanitaire. Dernière collaboratrice du président à avoir appris sa contamination, la porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé lundi s'être placée en quarantaine. Mesdames et messieurs, et ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.